Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Nouvelles de Hugo. Un texte écrit par Hugo Bartoli, lu par Laurence. Le week-end de cette Oriental Party, hommage au pavot, dans un somptueux appartement de la 55e rue Ouest, avait été particulièrement déprimant. Alma Rubens n'avait encore jamais rencontré cette riche héritière qui s'était essayée à la scène et au cinéma. Après une chute de cheval à Central Park, elle s'était accoutumée à la morphine. De la morphine, elle s'était tout naturellement tournée vers la cocaïne avant de sombrer dans l'héroïne pour tromper le chagrin d'une rupture sentimentale. L'opium, point d'orgue de cette orgie, ne lui était pas coutume étrangère. Mais elle confia à Alma, croisée dans l'une des salles de bain, que la substance cannibalique lui était, ces dernières heures, parfaitement insupportable. Dès le début des festivités qui, dans bien de ces soirées vouées au lucre, ressemblaient davantage à des hostilités, Alma s'était sentie nerveuse et nauséeuse, au moment même où, intérêt névralgique de la soirée, l'un des invités avait placé les petites granules cireuses au-dessus d'une lampe à pétrole. Chaque invité s'en était approché, armé d'une aiguille pour y piquer chaque boule d'opium et l'approcher du fourneau de sa pipe. D'une pièce à l'autre savamment tamisée, transformée en fumerie chinoise comme un vaisseau en partance vers un lointain voyage, les deux jeunes femmes errèrent, hagardes, scintillantes dans leurs tuniques de lamé et de perles, parmi les corps des opiomanes revêtus de kimonos soyeux, amorphes sur des sofas colorés, leurs têtes dodelinant sur des coussins brodés, avant de s'effondrer littéralement dans une chambre à coucher inoccupée où elles s'accordèrent un shoot de morphine. 2 jours durant, intoxiquées, chavirées dans leur alcôve parmi d'autres âmes en fermentation, l'atmosphère se teinta du poème de Maurice Magre sur cet opiacé. Je suis le sombre oiseau des vieux soirs d'amertume. J'ai des ailes de jais, je suis magique et beau. J'ensorcelle les cœurs quand je lisse mes plumes. L'esprit des Bouddhas morts habite mon cerveau. Moi qui suis l'habitant des temples millénaires, je viens planer ce soir chez les civilisés. Je suis l'étrange ami de l'homme solitaire et de tous ceux dont le courage s'est brisé. Ce n'est qu'à l'aube du lundi que des invités émergés de leurs songes les réveillèrent de leur stupeur avec entrain, pressés de s'en retourner à leurs affaires et à la respectabilité de leur bureau. Alma offrit encore une dose d'héroïne à sa nouvelle amie avant que toutes deux ne se séparent sur le trottoir. Elle regarda la jolie rousse enroulée frileusement dans sa fourrure s'engouffrer en toute hâte dans un taxi. Moins d'1 heure plus tard, elle apprit que l'héritière s'était jetée du 12e étage de l'appartement familial de la 5e avenue. Louise Brooks n'avait jamais croisé Alma Rubens à Hollywood, où toutes deux connaissaient le chant du cygne de leurs espoirs cinématographiques. Mais en ce mois de janvier 1930, Louise avait rendu visite à l'une de ses plus proches amies et ancienne maîtresse, Pepi Lederer, la nièce de la star du muet Marion Davies, entretenue à grands frais par le magnat de la presse William Randolph Hearst. Pepi occupait un meublé sans grâce au 54 de la 42e rue Ouest, dans le même immeuble où résidait Alma Rubens. Subitement,
La jeune femme se leva en criant « Vite, la seringue !» et disparut en direction de l'appartement de sa voisine. Dans ses mémoires, Louise Brooks dépeignait une scène tristement banale du quotidien de ces deux femmes en perdition. Cette Alma Rubens avait été vedette de plusieurs films de Hearst. Depuis, sa morphinomanie l'empêchait de travailler, et Hearst, avec l'accord de Marion, subvenait à ses besoins. À son retour, 1 heure plus tard, Pépi était très dégrisée. Elle avait attendu l'arrivée d'un des médecins de Marion, venu faire une injection de morphine à Alma, qu'elle avait trouvé arpentant comme une démente son appartement. Tout son argent fondait chez les revendeurs. Un manteau de vison, cadeau de Marion, était chez un prêteur sur gage et son propre médecin refusait de la soigner à crédit. « Elle n'est plus rien, » me dit Pépi. Plus rien que 2 grands yeux noirs terrifiés. Ses grands yeux tristes ombrés de la noirceur de nuit blanche rythmée de ses addictions avaient toujours été empreints d'une tristesse maladive que l'on retrouve nettement sur toutes ses photographies à tous les âges. Même ses rares sourires semblaient des prémices de larmes. Pépi Lederer elle-même ne devait jamais se relever de cette dégringolade rythmée par l'alcool et les drogues. Victime d'un viol par un inconnu qui l'avait ramenée chez lui alors qu'elle était ivre, elle s'était retrouvée enceinte de son violeur et poussée à avorter secrètement par Marion Davis. Les années suivantes avaient continué de plonger la jeune femme dans une détresse infinie. Internée sous la contrainte par sa tante pour soigner une psychose que les psychiatres appellent mélancolie aiguë, maladie mentale considérée comme la forme la plus extrême de la dépression, elle s'était défenestrée du 6e étage du Good Samaritan de Los Angeles le lendemain de son arrivée, à seulement 25 ans, le 11 juin 1935. La nuque brisée sur les arbustes plantés au pied de la façade. L'infirmière de garde témoignait du drame. Ce soir-là, elle était très agitée et incapable de dormir. Elle m'a réclamé un magazine dont elle a tourné les pages nerveusement dans son lit, puis exigé une salade, et pendant que je passais la commande aux cuisines, elle s'est précipitée vers une fenêtre grillagée qu'elle a éventrée en se jetant tête la première dans le vide. Durant les derniers jours qu'elle passa à New York cet hiver-là, Alma avait sombré dans une nostalgie entêtante. Elle s'était mise à relire les lettres de ses admirateurs qui lui rappelaient ses succès d'antan, clamait un autographe, vantait sa beauté, la subtilité de son jeu et de son talent, ce talent dont elle n'avait jamais pris réellement conscience et qui n'avait jamais comblé le vide immense qui remplissait tout. Elle se souvenait de ces sommets dont elle avait frôlé l'intangible ivresse, cette époque où sa mère Teresa gérait intelligemment les 150 000 $ qu'elle gagnait chaque année, soucieuse de garantir un avenir confortable à sa fille qui déjà avait donné des signes inquiétants animés par les démons qui s'étaient emparés d'elle et la menaient lentement vers sa perte. Son 3e mari, l'acteur Ricardo Cortez, avait lui aussi pris ses distances, bien qu'il ait soigné son image auprès des médias en laissant croire qu'il était l'épaule sur laquelle sa femme souffrante pourrait toujours se reposer. Mais la procédure de divorce était en cours, et l'indifférence était devenue le seul mode de communication depuis de longues années déjà. Quelle place l'amour et l'amitié avaient occupée durant cette courte existence? Elle-même avait-elle compté pour les siens? Qu'avait-elle donné, partagé, construit? Beaucoup d'apparence, peu d'authenticité de part et d'autre.
L'obsession de la mort ne la quittait plus. Elle ressentait le souffle glacé de Wallace Reed, la caresse complice de Barbara Lamar, Malben Normand et Olive Thomas, autres junkies notoires emportés les uns après les autres par les mots jumeaux des siens, et qui l'enlaçaient dans une folle farandole dont elle ne parvenait pas à s'échapper. La disparition récente de Jenny Girls, le 3 octobre 1929, l'avait particulièrement frappée. Alors qu'elle quittait son appartement du 1143 Park Avenue, vêtue d'une robe de gala, d'une étole, et parée de 300 000 $ de bijoux, elle s'était subitement dirigée vers un hôpital après avoir été prise de malaise. Installée dans le cabinet d'un praticien, elle fut prise de subites convulsions qui l'emportèrent en quelques minutes. La cause du décès fut attribuée à un alcoolisme chronique, mais l'autopsie en précisa les causes. De l'héroïne mêlée à de l'hydrate de chloral, un somnifère, l'avait achevée. À l'époque, les journaux tentèrent d'en dissimuler les causes en évoquant une overdose médicamenteuse, une auto-administration de sédatifs, mais tous ceux qui la connaissaient n'étaient pas dupes. Il n'était pas rare que les pneumonies et d'étranges infections indéfinies aient servi à masquer bien des toxicomanies à une époque où jeunes filles et jeunes garçons disparaissaient dans la fleur de l'âge et du succès. L'écrivain Samuel Fuller, qui était à l'époque journaliste, fut appelé à couvrir l'événement. Conduit au célèbre funérarium Campbell de Manhattan avant que son corps ne soit transféré au cimetière Calvary de Salt Lake City, il la découvrit, stupéfait. Le funérarium était divisé en deux parties, le salon or et le salon rouge. Il y régnait un silence de mort. Dans le salon or, j'ai vu un très beau cercueil avec 6 poignées en cuivre poli. Des montagnes de fleurs avaient été placées tout autour sur une estrade. J'ai soulevé le couvercle massif du cercueil. À l'intérieur se trouvait le plus beau corps que j'aie jamais vu, et croyez-moi, j'en avais vu pas mal. J'ai cessé de respirer et j'ai regardé Jenny Girls, l'une des actrices les plus célèbres de Broadway. J'avais du mal à croire que c'était elle. Elle était pourtant là, allongée dans une robe du soir, magnifique, ses cheveux décolorés parfaitement coiffés, comme si elle s'apprêtait à sortir dans le grand monde. Elle n'allait nulle part. Elle était morte. J'étais bouleversé. Toute cette beauté et tout ce talent étaient maintenant éteints. Il ne restait plus désormais qu'un corps froid, dans un magnifique putain de cercueil. Je me souviendrai toujours de l'expression angélique sur le visage de Jenny Girls dans ce maudit cercueil. Une nuit d'épouvante, Alma s'était réveillée en sursaut. Un pressentiment terrible l'avait attrapée à la gorge comme la morsure d'un félin qui se refusait à lâcher sa proie tant que le sang s'écoulait encore de la plaie ouverte. Le froid et le chaud glissaient sur sa peau frissonnante et fiévreuse. Dans son cauchemar, son amie Julia Bruns, richissime vedette éphémère de Broadway, morte à seulement 32 ans dans la misère des ravages de la drogue et de l'alcoolisme 3 ans plus tôt dans un taudis de Harlem, l'avait prévenu que son tour était venu et qu'il lui fallait regagner la côte ouest pour faire ses adieux à sa famille. Une terrible prophétie dont elle témoigna dans son journal intime. Un rêve ? Je n'en suis pas certaine. Peut-être le fantôme de Julia est-il venu me rendre visite dans mon sommeil la nuit dernière. J'ai suffisamment en moi des échos de cette étrange superstition irlandaise pour croire à ce genre d'événement. J'ai toujours été superstitieuse. De toute manière, que l'esprit de Julia m'ait alertée ou pas ne fait aucune différence. Elle était porteuse d'un message. « Alma, » me dit-elle, installée au bord de mon lit. « Alma, tu vas mourir. Tu n'as plus longtemps à attendre. Ton heure est arrivée. La drogue va te tuer comme elle m'a tué. Tu dois au plus vite partir pour la Californie pour revoir ta mère et ta sœur une dernière fois. Si tu ne le fais pas, tu sais ce qui se passera. »
C'est en 1923, alors qu'Alma venait de terminer le tournage de Enemies of Women à Paris et en avait profité pour visiter Rome, Venise, Berlin, Vienne et Madrid, que son gynécologue pour des douleurs mineures lui fit sa première injection de morphine. Elle ignorait alors souffrir d'endométriose, une maladie gynécologique causée par la présence de cellules de l'endomètre en dehors de l'utérus. Il lui était désormais impossible de s'en passer. Cachant fiole et seringue avec la crainte d'être découverte par ses proches, hantée par la honte, lorsqu'elle finit par admettre qu'elle était devenue toxicomane. Des mois durant, elle se traînait à genoux, priant, implorant Dieu de la libérer de ses dépendances. Sa consommation était alors quotidienne.
5 années qui suivirent s'empilèrent les unes aux autres sans qu'elle fût en mesure d'échapper à sa dépendance aux narcotiques. Elle alternait périodes d'euphorie puis d'abattement, ponctuées de longues crises de paranoïa. Sa mère finit par apprendre la vérité. Des milliers de dollars, des bracelets de diamants et de nombreux autres bijoux avaient servi de monnaie d'échange avec l'un des médecins dont Alma était devenue la proie consentante. La presse relayait de plus en plus souvent les détails de ses frasques en public, ses problèmes avec la police ou son voisinage. C'est avec confiance qu'elle entra au Hollywood Hospital, mais à son réveil, elle avait été transportée au sanatorium de Compton. Le sevrage, ou ce qui y ressemblait, fut une épreuve abominable. Subitement enfermée, privée de soins, elle endura des jours et des jours de souffrance indescriptibles avant que sa mère ne la ramenât à leur domicile. À peine entrée dans sa salle de bain, elle s'enferma et s'injecta une double dose de morphine avant de se précipiter chez son médecin, lequel, en échange d'une bague, lui fit une nouvelle ordonnance en lui demandant de ne plus revenir depuis que lui-même était sous surveillance policière. En désespoir de cause, sa famille et Ricardo décidèrent de l'interner, alors qu'elle venait d'achever le tournage de Showboat. Alma avait crié, pleuré, supplié, en vain. Quand un médecin appelé par son époux s'était présenté, elle avait fait semblant de le suivre, un coupe-papier dissimulé dans la manche de son manteau de fourrure, pour se suicider. Après avoir aperçu un infirmier assis dans la voiture du médecin, elle avait été prise de panique et s'était mise à courir dans la rue en criant que des hommes essayaient de la kidnapper. Alors que le médecin l'avait rattrapée et saisie par les poignets, elle se débarrassa de son manteau et le poignarda brutalement. Réfugiée dans une station essence, elle cria au propriétaire des lieux que des hommes avaient essayé de l'agresser. Le pompiste qui la connaissait se jeta sur le médecin et l'infirmier venus à son secours. Dans la confusion qui s'en était suivie, Alma avait tenté de monter dans une automobile en marche. La conductrice, effrayée, avait accéléré et Alma, tout à sa course effrénée, s'était aventurée dans les bois environnants afin de semer ses poursuivants. Il fallut près de 3 heures à la police pour la retrouver, quelques minutes seulement pour la ceinturer, et finalement la conduire sans ménagement dans un sanatorium privé. Le scandale fut retentissant. Le cadavre d'une femme était en train d'être enlevé de la cellule où on l'installa. Une pièce lugubre et insalubre avec un fauteuil à bascule pour tout ameublement. Les jours suivant son internement la soumirent à la torture. Quand son médecin lui rendit visite, il lui fit promettre de lui remettre plusieurs chèques antidatés en échange d'une injection de morphine. Elle avait dépensé cette nuit-là 1 500 $ pour cette courte évasion de quelques heures qui ne dépassait pas la somme de 10 $. Ce qu'il restait de la fiole ainsi que de la seringue usagée était camouflé derrière le lavabo. Le personnel n'y vit que du feu. Apaisée, souriante, Alma avait appris à tromper son entourage par toutes les ruses possibles. 3 semaines plus tard, sur avis médical de son médecin, Alma quitta l'établissement dans le même état que celui dans lequel elle y était entrée. L'enquête des narcotiques dévoila que le funeste praticien lui avait rédigé pas moins de 31 ordonnances
entre le 21 septembre et le 17 octobre 1928 pour un montant de 1 200 $. L'ordre des médecins étudiait sa radiation éventuelle, mais il finit par être acquitté 4 ans plus tard. C'est à un autre docteur qu'elle s'adressa cette fois pour assouvir sa consommation de cocaïne. De 5 $ la dose, il en exigea 10 la semaine suivante, puis 20. Un mois plus tard, c'était à coût de 50 $ que la pauvre fille rentrait chez elle avec la précieuse médication. À court de cash, elle finit par déposer ses bijoux à des prêteurs sur gage avant de s'attaquer à ses fourrures. De son médecin, elle obtint une semaine de morphine en échange d'un manteau de 3 000 $. À son ancienne domestique noire, autrefois congédiée, Alma offrit une étole d'hermine d'une valeur de 4 000 $ contre de la cocaïne rapidement épuisée au bout d'une quinzaine de jours. C'est encore vers la bonne qu'Alma se tourna pour se réapprovisionner. Lingerie fine et robes du soir disparurent une à une de son dressing, jusqu'à l'arrestation de cette femme qui fournissait bien d'autres stars de la ville. Alma était devenue incontrôlable. Dorothy Davenport, la veuve de l'acteur Wallace Reid, lui-même emporté par la drogue, était venue la voir pour la convaincre de se faire aider, d'entreprendre une nouvelle cure de désintoxication avant qu'il ne fût trop tard. De plus en plus régulièrement, sa mère et son époux la menaçaient de l'interner, cette fois dans un établissement aux méthodes plus radicales encore que les précédents. Mais la jeune femme n'était plus en mesure d'écouter avertissements, conseils et admonestations. Quand elle menaça de mettre fin à ses jours, Teresa se résigna à lui ouvrir les portes de l'enfer sur terre.
L'asile de Peyton, situé près de San Bernardino, à 2 heures par la route de Los Angeles, était un vaste édifice aux allures d'une forteresse gothique dans lequel près de 3000 employés travaillaient depuis son ouverture en 1893. Des milliers de patients, autant de malades mentaux que d'alcooliques, drogués, infirmes ou taulards dont les prisons ne voulaient plus, décédés parfois dans des conditions suspectes, furent enterrés anonymement sur ces terres. Les stérilisations forcées n'étaient pas rares, les suicides fréquents, les évasions, une tentation de tous les instants pour les malheureux sans voix que personne n'écoutait. Toutes sortes de traitements dégradants et humiliants y étaient testés en toute impunité derrière ces hauts murs. Le Los Angeles Times racontait la terrible mésaventure d'un homme qui était parvenu à s'en échapper. Le corps de John Breck, évadé de l'hôpital d'État de Peyton, a été retrouvé aujourd'hui dans des broussailles près de Rosena. Il était mort depuis plusieurs jours. Breck s'était échappé de l'hôpital en se jetant au sol depuis une fenêtre du 2e étage. Lorsqu'il a été interné à l'hôpital il y a environ 1 an en provenance de Los Angeles, il souffrait de tuberculose et de déséquilibre mental. D'après l'apparence du corps, qui est très amaigri, on pense que la famine et l'exposition au soleil ont contribué à sa mort, la tuberculose demeurant la cause principale. Il avait dans ses poches plusieurs croûtes de pain qu'il aurait ramassées là où une équipe de la Southern Pacific avait campé. Le 14 juin 1909, le Los Angeles Herald détaillait le drame vécu par un autre de ses patients. Les révélations surprenantes faites hier concernant la mort d'Edward Parsons à l'asile d'aliénés de Peyton, dans des circonstances que l'on dit similaires à celles du meurtre d'Henry Grassmy dans cet établissement la semaine dernière, seront examinées aujourd'hui grâce à une enquête rigoureuse sur la gestion de l'asile par le procureur W. E. Byrne et le conseil d'administration de Peyton. Ceux qui ont enquêté sur les 2 affaires déclarent que l'enquête sur les événements survenus dans cette institution révélera l'une des formes de brutalité les plus choquantes jamais connues dans les annales de l'État. Le meurtre de Grassmy, tel qu'il ressort des preuves soumises au jury du coroner, et celui de Parsons, tel qu'il a été décrit hier par sa femme, constitue un récit d'une indignité et d'une cruauté rarement égalées dans l'histoire de cas similaires. L'affaire Parsons et celle de Grassmy ne sont que des nombreuses histoires de violence sur lesquelles l'attention du Herald a été attirée au cours des 6 derniers mois. De nombreuses lettres ont été reçues régulièrement, racontant des brutalités choquantes envers les patients de cette institution, mais comme elles étaient anonymes, il était impossible d'en trouver les auteurs et d'en vérifier les déclarations. Une enquête assidue, suite à la mort de Grassmy, a mis en lumière le récit sensationnel de Mme Parsons au sujet du meurtre de son mari. Parsons était un habitant bien connu de Los Angeles, vivant au 1720 Georgia Street. Il a été interné à l'asile Peyton le 21 novembre 1908 et est décédé le 16 mars à 5h45 du matin. Sa mort, selon le certificat donné par le directeur médical de l'asile, a été causée par une parésie générale et une dilatation aiguë du cœur. Jusque-là, les rapports sur l'état physique de Parsons établis par les autorités de l'asile à sa femme étaient des plus favorables. Et la première fois qu'elle a eu connaissance de la gravité de son état date de la soirée du 15 mars, quand elle a reçu un télégramme du docteur Scott Blair, directeur médical de l'asile, qui disait en substance « Monsieur Parsons, gravement malade, ne vivra peut-être pas longtemps. » Le lendemain matin, Mme Parsons, qui habite au 439 Savoy Street, s'est rendue à l'asile pour y être accueillie par le docteur Wilson en personne, lequel lui a annoncé que son mari était mort ce matin-là, peu avant 6 heures. En marge de la conversation au cours de laquelle il lui a annoncé la nouvelle de son décès, le docteur Wilson a, selon Mme Parsons, notamment déclaré que le défunt avait 3 côtes cassées. Curieuse d'en connaître les raisons et la date des faits, l'épouse affligée fut informée qu'il s'était battu avec un patient dans la cour de l'institution 2 ou 3 jours auparavant. Edward Parsons était un homme très intelligent, et à l'exception d'un trouble mineur, il a été déclaré sain de corps et d'esprit jusqu'au moment de sa mort. Lorsqu'elle a été informée de la blessure de son mari, Mme Parsons s'est souvenue de 2 visites qu'elle lui avait rendues après son placement, lorsqu'il l'avait informée du traitement choquant et brutal auquel il avait été soumis par certains employés, et en particulier par un infirmier qui s'appelait George. La première fois dont il s'en plaignait à son épouse date du 6 décembre, soit environ 2 semaines après son admission à l'asile. L'un de ses frères, venu spécialement de l'Ohio, obtint l'autorisation de le rencontrer. Une entorse à la règle accordée par les autorités au mépris du règlement
selon lequel les patients ne doivent pas recevoir de visiteurs dans les 30 jours suivant leur internement. Lorsque Mme Parsons et son beau-frère sont arrivés, le patient les a reçus comme d'habitude et était, selon toute vraisemblance, dans un état parfaitement normal. Il salua affectueusement son épouse, et bien que surpris de voir son frère, dont il ignorait la venue en Californie, s'était montré ravi de le voir, et ils évoquèrent ensemble des souvenirs communs de leur enfance. À un moment donné de la conversation, Mme Parsons, assise auprès de son époux, lui passa affectueusement le bras autour de la taille. Aussitôt, l'homme s'éloigna en poussant une vive exclamation de douleur et aux questions surprises et anxieuses de sa femme, lui répondit qu'un certain George l'avait battu assez violemment ce matin-là et qu'il croyait s'être cassé les côtes. « C'est un bel endroit, » dit-il à sa femme et à son frère. « Les installations et le parc sont splendides. Les bâtiments sont aussi propres qu'il est possible de l'être. Je n'ai jamais été dans une institution ni connu un bâtiment plus propre ni plus soigné de toute ma vie. Les terres sont magnifiques, la nourriture est tout ce qu'on peut demander. Elle est saine, en quantité suffisante et appétissante. Mais c'est un endroit terrible où mettre une personne. Ils vous traitent horriblement ici. Ils vous provoquent, vous excitent, souvent inutilement, sans raison, et ensuite ils en profitent pour vous battre quand vous leur montrez qu'ils vous tapent sur les nerfs. Ils m'ont bien amoché ce matin. C'était peut-être ma faute, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu sais, continua-t-il dans son explication, ils ne te donnent un bain que lorsqu'ils s'attendent à ce que tu aies de la visite, et ce matin, lorsque tu as envoyé une lettre pour dire que tu venais, ils m'ont donné un bain et permis de me raser. C'est Georges qui s'en est chargé, et il s'est montré particulièrement méchant avec moi. C'est un type brutal, froid et insensible, qui vous soumet à toutes sortes de petites mesquineries. La patience a cessé d'être ma vertu, et j'ai délibérément pris plaisir à pouvoir lui casser la figure au moins une fois. Dans la salle de bain, après qu'il m'eut fait subir un certain nombre d'examens et qu'il m'ait agressé verbalement, j'ai pris une serviette humide et l'ai enroulée autour de ma main pour qu'il n'y ait aucune possibilité que je le blesse et je l'ai giflé. Il m'a immédiatement attaqué, m'a fait tomber et m'a donné des coups de pied sur tout le corps. Lorsque j'ai tenté de me relever et avant que je ne me mette pleinement sur mes pieds, il m'a frappé contre la baignoire. Puis un certain nombre d'autres employés sont venus à son secours et m'ont roué de coups à leur tour. M. Parsons a expliqué qu'il avait utilisé la serviette autour de sa main en raison de sa grande taille et de sa puissance, pensant qu'en frappant un autre homme avec son poing nu, il le blesserait à coup sûr. À aucun moment au cours de cette visite, Mme Parsons n'a pu poser les mains sur son mari à cause de ses blessures. Lorsqu'elle a mentionné l'incident aux autorités et exigé une explication, on lui a répondu qu'il s'était blessé en tombant dans la salle de bain. Le 18 décembre, Mme Parsons est revenue. Il l'a trouvée attachée à son lit avec des chaînes aux poignets, le visage recouvert de coupures et d'ecchymoses, le corps littéralement noir et bleu en raison des coups qu'il avait reçus des employés selon ses dires. Son nez était fendu, sa lèvre coupée, sa poitrine semblait n'être qu'une grande masse violacée et ses membres des chevilles aux hanches n'étaient qu'une abondance d'hématomes. Il avait également reçu un coup de pied à l'aine et les effets du coup étaient encore clairement visibles. Interrogé sur la façon dont il s'était retrouvé dans cet état, les autorités de l'hôpital ont informé Mme Parsons que son mari avait tenté de s'échapper de sa chambre lorsqu'un infirmier y était entré et qu'il s'était heurté à la porte partiellement fermée, là heurtant avec son visage. Aucune explication en revanche pour justifier le coup cruel et lâche reçu dans l'aine, ni les contusions et les abrasions sur l'ensemble de son corps. Pire encore, les autorités l'informèrent qu'il n'était pas nécessaire qu'elle revienne, ni même qu'elle écrive, car ses visites et ses lettres ne faisaient qu'ennuyer son mari et ne lui faisaient aucun bien. Le 12 janvier de cette année, elle a reçu un rapport signé par le docteur Blair, qui, entre autres inepties, déclarait que son mari était en excellente condition physique. Le 2 février, dans un de ses courriers, le même docteur faisait état d'une condition pratiquement identique, mais dans une lettre adressée le même jour au shérif adjoint Hutchinson, il déclarait que le patient était en mauvaise santé, tant mentale que physique. Le 26 février, le docteur Blair rapporta à Mme Parsons que l'état général de son mari était satisfaisant, mais qu'il avait perdu un peu de poids et que mentalement, il ne s'était pas amélioré, mais avait développé des pulsions meurtrières. Aucune autre nouvelle n'a été reçue de l'asile jusqu'à la veille de sa disparition, lorsqu'un bref télégramme l'informa de la mort imminente de son mari.
Madame Parsons, partie le lendemain matin pour Peyton, a été reçue par le docteur Wilson, le surintendant par intérim qui lui a annoncé la mort de son époux, le déclarant décédé paisiblement. Madame Parsons a rapatrié sa dépouille en ville et l'a remise au funérarium Pierce Brothers afin d'effectuer les soins nécessaires avant sa mise en bière. En raison de son chagrin et de son inquiétude, sa veuve n'a pas mené d'enquête approfondie sur ces tragiques événements, mais elle a déclaré hier soir croire toujours que sa mort a été causée par les brutalités qu'il avait endurées. Son objectif, en faisant la lumière sur les circonstances de sa disparition, était d'aider à empêcher de tels traitements de se poursuivre dans le futur et à changer les conditions de vie dans cet établissement afin que parents et amis des patients puissent avoir l'assurance qu'ils soient traités avec respect et bonté. M. Parsons était un homme cultivé et rationnel, sauf quand il s'agissait d'automobiles et de dirigeables, thèmes sur lesquels il avait des idées fantasques pour leur amélioration. Sur ce sujet, il devenait irrationnel, voire violent, lorsque ses théories étaient contestées, et, selon ses déclarations, le personnel de l'asile semblait prendre un malin plaisir à le taquiner sur ses inventions et à l'exciter en riant de ses théories ou en ridiculisant ses idées. À Peyton, la nuit dernière, le docteur Eustache Wilson, le surintendant intérimaire, a déclaré à la presse, lorsqu'on l'a interrogé sur le décès de Parsons, que le patient était mort de ses blessures suite à une bagarre avec un autre patient du nom de Fozol. Il a déclaré que pendant que Parsons se promenait dans la cour pour faire de l'exercice, il avait craché au visage de cet homme et que ce dernier l'avait attaqué et battu si violemment qu'il en était mort. Quand Alma y fut internée le 17 mai 1929 à la demande de sa mère, les conditions de vie des patients ne s'étaient pas améliorées. Une routine similaire à celle que les misérables qui étaient internés 20 ans plus tôt avaient endurée était toujours d'actualité. Elle pensait avoir connu le pire autrefois. Son expérience à Peyton devait devenir la plus traumatisante de sa courte vie. Une fois passée l'entrée principale, elle vit au loin, revenant des champs, une cohorte de pauvres hères faméliques armés de houes, de râteaux et de pelles. Une infirmière l'accueillit sans égard. « Alors comme ça, c'est toi, Alma Rubens, la star de cinéma. Comment t'as fait pour te retrouver ici ?» À mesure que la jeune femme, les cheveux en bataille, vaincue dans sa camisole de force, était guidée dans les couloirs de l'établissement, elle croisait d'autres infirmières, tout aussi peu amènes à son égard. « Alors tu es Alma Rubens ? Non mais regardez-la, pas si jolie que ça finalement, quelle pitié !»« Oui, c'est elle, c'est juste une junkie maintenant. » Elle avait été plongée brutalement dans une baignoire sale, dont l'eau n'avait pas été changée, frottée de force avec une éponge rugueuse sans ménagement, puis contrainte d'enfiler un uniforme de coton grisâtre, délavé et rêche, semblable à une toile de sac, avec de simples trous pour passer la tête et enfiler les bras. Sa minuscule cellule squaline ne comptait qu'un lit métallique, un robinet dans le mur, un seau, une fenêtre à barreaux pour toute source de lumière.
On la laissa 2 jours sans nourriture, avant de lui porter une gamelle métallique de haricots mexicains immangeables avec un bout de pain sec. Agrémenté d'un porridge au goût incertain, accompagné d'un liquide saumâtre en guise de café, ces haricots devaient devenir son plat quotidien durant tout son séjour. Après une période probatoire de 3 semaines, on l'assigna à des tâches subalternes comme nettoyer et cirer les sols sous la menace constante, les insultes et les coups des surveillants. Le mois suivant, elle fut déplacée dans le quartier des douches, où du matin au soir, elle devait laver une centaine de patients rongés de gales, de teignes et de poux. Un même drap usé jusqu'à la trame servait de serviette pour tous. Ses souvenirs, parfois aveuglants comme des flashs soudains, l'entraînaient encore dans un passé heureux. Celui où l'argent lui avait permis d'accéder à la volupté du confort d'un nid douillet et coquet. Très loin de ses murs gris et sales, elle croyait marcher encore sur ses tapis moelleux, caresser les rideaux mauves de sa chambre à coucher, apercevoir son reflet dans les grands miroirs encadrés de cristal, effleurer ses draps de soie. Ses doigts nerveux courant sur sa couche s'amusent encore à se rappeler le piquet de dentelle de ses têtes d'oreiller. Elle se revoyait enfant à San Francisco, se souvenait de son père, dont la santé fragile et le tempérament lymphatique s'harmonisaient avec le sien, ses premiers rôles de figurante à Los Angeles. Enfin, ses premiers succès, son nom sur les affiches. Puis subitement, un cri déchirant dans la nuit résonnait dans un couloir, un autre cachot, à un étage quelconque, et ce saut, brutal, dans une réalité terrifiante, brisait ses rêves, remuait les miasmes de sa culpabilité. Tout est de ta faute, seulement ta faute. Tu avais tout, mais tu n'étais pas assez intelligente pour l'apprécier. Jeté dans la crasse et la sueur, livré à la faim, cerné de hurlements et de grognements, en proie à la terreur qui hantait chaque recoin de ces lieux abominables, Alma survécut à l'horreur et à l'humiliation dans tout ce qui pouvait l'incarner dans ses moindres détails. Elle assistait, impuissante, aux sévices pratiqués sur les patients par des membres du personnel sadique et pervers, de véritables brutes pour lesquels ces pauvres airs n'étaient que du bétail dont la parole ne comptait pas. Dans leurs rapports journaliers, les coups devenaient des chutes. Les plus récalcitrants étaient plongés dans des bains glacés des journées entières, jetés au sol, frappés avec de lourds trousseaux de clés métalliques, assommés contre le carrelage, fracassés contre les murs et les barreaux des lits. Quelque temps confinée dans l'un des pires quartiers de l'asile pour avoir tenté de s'enfuir, elle dut partager le quotidien d'êtres difformes et squelettiques, véritables morts-vivants qui bavaient et vomissaient à sa table. Alma finit par ne plus les voir. Folle parmi les fous, elle avait perdu toute raison de vivre, n'attendait rien, n'espérait rien, ne pensait plus à rien. Devenue à son tour un zombie parmi d'autres zombies de ce terrifiant mouroir où même le temps semblait avoir été assassiné. On allégea sa peine en la transférant dans une unité où les patients avaient l'autorisation de se promener dans le parc et d'assister à une messe le dimanche matin. Un vieux piano asthmatique, brinque-ballant et désaccordé, déniché dans une remise, l'aida à passer vaille que vaille le dernier mois de son internement. 8 mois s'étaient écoulés quand une commission de psychiatres la proclama complètement guérie. Soulagée de quitter cette prison cauchemardesque, elle n'en restait pas moins effondrée. Guérie, oui, c'est vrai. Je suis guérie de ma dépendance aux drogues, je suppose. Guérie de l'amour, guérie de ma foi dans l'être humain. Je suis guérie du bonheur et guérie de tout ce qui fait que la vie mérite d'être vécue. Merci beaucoup. Elle ne gardait aucun souvenir de She Goes to War, un drame dirigé par Henry King et achevé au printemps peu de temps avant son internement. Depuis, Hollywood l'avait définitivement écartée de ses listes, et aucun studio n'avait même pensé lui confier le moindre rôle. Épuisée et triste, alors que 1929 s'achevait,
Elle se rendit à New York, où Ricardo organisa leur retrouvaille médiatique à la gare pour faire bonne figure devant le monde, feignant de l'enlacer face aux photographes et à leurs amis. Mais de leur relation, il ne restait rien. Alma n'avait plus le courage de vivre dans le déni. Cet homme lui était devenu étranger autant qu'elle lui était étrangère. Pas une seule visite de sa part à l'asile, pas une seule lettre à son intention, pas le moindre signe de vie. Une fois la foule dispersée, il ne trouvait rien à se dire. Même se regarder sur ce quai vidé de ses voyageurs leur semblait incongru. Reflections in the water captures just a moment in time. I search beyond the mirror that reveals so much of what I choose to leave behind. Elle se plongea dans le travail pour se donner une raison de continuer. De février 1930 jusqu'au mois de juin, elle connut un certain succès dans des vaudevilles pour une chaîne de théâtre de la RKO, avec à la clé un salaire confortable de 1 500 $ par semaine, plus de 22 000 $ actuels. Rapidement après son arrivée, un médecin, au fait de l'identité de sa nouvelle patiente, lui prescrivit une ordonnance à aller chercher dans une pharmacie de sa connaissance. Jamais elle ne s'était sentie aussi apaisée depuis des années. Mais un jour, la boîte de médicaments terminée, elle fut prise de panique, secouée de tremblements qui s'accentuèrent lorsque la secrétaire lui apprit que le médecin était absent pour le week-end. Se souvenant du nom d'une des patientes avec laquelle elle avait sympathisé dans la salle d'attente, elle l'appela après avoir fouillé l'annuaire dans un état de panique absolue. La vieille dame de la haute société la rejoignit en toute hâte chez elle. « Ne vous inquiétez pas, ma chérie. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un shoot. »« Un shoot ? De quoi ? » ?»« De cocaïne, voyons. Vous voulez dire que vous n'en avez plus ?» Alma était effondrée. Était-ce donc ce que ce médecin lui avait donné ? « Ma pauvre enfant, bien entendu. Je pensais que vous le saviez. Je croyais que vous alliez là-bas pour le même motif que le mien, pour y acheter de la drogue. Faites-vous aussi partie de cette engeance de démons ?» La vieille dame lui répondit tristement. « Oui, Alma, je suis une toxicomane moi aussi, mais j'espère n'avoir rien de démoniaque en moi. » En partant, elle lui laissa un petit sachet de poudre blanche sur sa table de nuit. Le lundi suivant, Alma se rendit chez le médecin avec la ferme idée de l'assassiner et de se supprimer ensuite en laissant ses confessions étalées bien en évidence sur sa dépouille. Mais elle se surprit elle-même en quittant son cabinet le sourire aux lèvres et une nouvelle ordonnance en poche. Alma et sa nouvelle amie de la haute société étaient devenues inséparables. La vieille dame indigne, qui connaissait tous les dealers de la ville, l'invita dans une multitude de réceptions toutes plus sordides les unes que les autres dans les meilleures adresses de la ville. Putain, gigolo, actrice, avocat, magistrat, diplomate, sénateur, courtier, milliardaire,
barons et baronnes se frottaient dans un même élan de luxure où alcool et opiacés étaient la norme. Jusqu'aux parents qui y croisaient leurs enfants sans en paraître particulièrement embarrassés. Un soir, dans un club de jazz de Harlem où se tenait une orgie particulièrement débridée pour les millionnaires de la ville et moult politiciens de Washington, elle prit la fuite en enjambant un cadavre tué par balle lors d'un règlement de compte entre rivales de la mafia locale. Alors que les sirènes hurlantes de police se faisaient entendre, elle fut la dernière à quitter le lieu du crime. Désespérée de retrouver son étole d'hermine et son sac à main parmi les manteaux, les capes et la lingerie abandonnés par les invités éparpillés à la hâte dans les rues alentours, elle ne dut son salut qu'à un jeune employé de la boîte qui l'aida à s'enfuir par une porte dérobée et à se cacher dans une cave. Lors d'une débauche où tous les psychotropes s'étaient mélangés à outrance durant 2 jours et 2 nuits consécutifs, Alma assista horrifiée à une scène sadomasochiste où une jeune fille livrée au rire et au vivat de la foule, une trentaine de couples défoncés, fut fouettée par un expert qui s'était inspiré de spectacles alors en vogue à Paris. Le corps de la victime déplacé dans une pièce voisine, Alma s'était précipitée pour la rassurer. « C'est fini, ma pauvre petite. Bientôt vous irez mieux. Venez, je vais vous ramener chez vous et appeler un docteur. » À quoi la jeune femme sanguinolente lui répondit, un ricanement vicieux en guise de grimace. « Ne t'inquiète pas, je vais toucher $500 pour ce job. » Alors que l'hôte de la soirée apporta les 5 billets de $100 chacun, le partenaire de la jeune fille, lui-même déguisé en esclave, la transportait déjà vers le taxi qui l'attendait au pied du building. With Privileges, une comédie en 3 actes jouée au Vanderbilt Theatre de Broadway, dans laquelle elle avait remplacé Edith Brodden à partir du 8 octobre 1930, n'avait pas connu le succès escompté. Le rideau se leva le 13. Le 25, après 48 représentations, la pièce s'arrêtait, faute de spectateurs. Elle s'était vue offrir un rôle important dans une adaptation théâtrale de Lady Chatterley's Lover, mais elle était incapable d'en retenir la moindre ligne. Des jours durant fébriles, le cœur pris dans un étau, les pensées brouillées, elle tenta de s'astreindre au travail, répétant sans cesse les mêmes dialogues, en faisant nerveusement les 100 pas, du lit à l'armoire et de la porte à la fenêtre, sans résultat. Sur une commode, des flacons, des crèmes et des poudres, pour masquer que sa jeunesse était déjà flétrie, son teint d'albâtre brouillé, ses yeux gonflés et cernés. Des bas de soie, quelques combinaisons de satin, une paire de mules brodées, des bibis et quelques fourrures qu'elle s'était offertes récemment avec ses derniers cachets traînaient, épars,
dans le meublé exigu. Toutes ces belles choses qu'elle avait pu s'offrir depuis sa libération n'étaient rien dans cette solitude implacable, rien d'autre que le superflu que l'on achète pour combler ce qui ne se comble pas. Dans des boîtes en carton écorné, vieillissaient des dizaines de lettres de ses fans, attestant de sa gloire fanée, des espoirs qu'ils avaient placés en elle, ces petits mots naïfs qui quémandaient de l'amour, une photo, de l'attention, des égards, parmi les magazines dont elle ornait les couvertures. Le manque creusait chaque jour un grand trou dans lequel l'espoir et l'envie sombraient davantage. Quand, effrayée du silence de la pièce, où son regard se cognait jours après jours, elle écartait le rideau qui masquait une vitre sale pour entendre le cœur de la ville battre au dehors, elle regardait avec tristesse des enfants mitouflés courir dans les allées de Central Park où des bonnes poussaient des landaux. Je les regarde jouer sous le regard bienveillant de leur mère ou de leur gouvernante. Ils sont heureux. Tout le monde semble heureux. Je ne le suis pas. Je suis la personne la plus malheureuse du monde. Encore et toujours, il lui semblait remonter la pierre de Sisyphe inlassablement avant de la voir retomber indéfiniment. L'amour, illusoire, et sa carrière, brisée, se conjuguaient à l'imparfait. Si d'aventure elle sortait de sa torpeur, elle se rappelait avec douleur qu'elle avait été une vedette avant de disparaître comme une ombre dans l'obscurité. Demain n'était pas une promesse, mais déjà la chronique d'un renoncement. Un dentiste, son dernier pourvoyeur en date, vint une fois encore à son secours avec ses poudres et ses filtres magiques. Durant ces jours sombres, un cocktail de cocaïne, de morphine et de gin était devenu ses seuls échappatoires à la réalité qui lui faisait si mal. Le script mis de côté avec la lâcheté dont elle savait si bien s'accommoder, elle se maquilla un sourire démenti par ses yeux mornes et retourna s'étourdir dans les parties les plus glauques possibles, où elle découvrit avec horreur que des gamines de 14 et 15 ans déjà camées figuraient parmi les invités hallucinés de ces obscènes bacchanales où elles offraient leur jeunesse aux hommes pour payer leur dose quotidienne. Chaque aube qui se levait sur Manhattan lui était plus pénible chaque jour. À New York, je n'ai pas croisé un seul homme honnête et décent. Pas une seule jeune fille travailleuse, un père responsable ou une bonne mère de famille. J'avais connu des hommes qui travaillaient dur chaque jour pour gagner leur vie. Des avocats, des médecins, des employés de banque, des épiciers, et de jeunes pompistes dans des stations-service qui n'avaient pas un cent en poche. J'avais connu de jeunes actrices ambitieuses qui tentaient de grimper l'échelle du succès en travaillant,
J'avais connu de bonnes mères et des épouses fidèles, riches ou pauvres, mais désormais, je ne connaissais que des gigolos et des vampes et leurs stupides victimes. Je vivais dans un monde de fraudeurs, de tricheurs, de menteurs. Enfant, à l'occasion d'un séjour à l'hôtel, je m'étais regardé dans le miroir au-dessus du bureau de ma chambre. J'avais hésité entre hurler de rire ou de dégoût. Rien n'était à sa place. Mes yeux étaient trop hauts sur le front, ma bouche tordue d'un côté. Je ressemblais à une vilaine idole sculptée par des mains malhabiles. C'était le monde dans lequel je vivais, celui de la drogue. Ce n'était pas seulement sa façon de paraître comme dans ce miroir déformant. Tout ce qui était beau devenait laid. Tout ce qui aurait dû être fort devenait faible. Tout ce qui aurait dû être pur était souillé et dégradé. Des aventuriers, hommes et femmes, vieux ou jeunes, des femmes qui avaient été belles autrefois, de jeunes hommes qui semblaient séduisants de prime abord. Je suis désormais écœuré de ce qui paraît beau. Je suis désormais écœuré de ses cheveux gominés et de ses ongles manucurés, ses épaules larges et ses tailles de guêpe dans des costumes taillés sur mesure. Certains jours, j'aurais pleuré de joie de connaître un homme en bleu de travail pour voir à quoi ressemble un homme normal à nouveau. Ces pauvres femmes peinturlurées et ridées couvertes de bijoux, leurs dos et leurs bras hideux exhibés comme si elles étaient adolescentes. Ces gamines arrivistes, capables de tous les crimes contre de l'argent et de la dope. Ces vieux beaux, qui ne sont rien sans leur chéquier. Je sombrais de plus en plus bas, jusqu'à ne plus rien avoir, et plus du tout d'argent. Tout ce que j'avais, c'était de la drogue. À court d'argent, elle s'était résolue à partager sa chambre durant ces dernières semaines passées à Manhattan. Une de ses colocataires n'avait pas supporté de la regarder se détruire et avait changé d'adresse. Certaines avaient profité de son absence pour recevoir des hommes. Une autre avait perdu la raison et Alma l'avait renvoyée, assez fraîche, chez ses parents. Ruth Palmer, vaguement danseuse d'obscures revues de Broadway, prostituée occasionnelle et tout aussi intoxiquée qu'Alma pouvait l'être, avait su gagner sa confiance. Une amitié soudaine et opportuniste s'était développée entre les deux femmes qui décidèrent de gagner la Californie ensemble. Elles quittèrent New York le 15 décembre. L'air était sec et glacial. La température légèrement inférieure à 0. I don't recognize this place. Faces in the frames tell a story I once knew. The smells are so familiar. I can't place, but the rooms are mine. This is not my home. Les rapports entre les deux amis tournèrent à l'aigreur au fil du voyage. Après 3 jours passés à Aguascalientes, au Mexique, pour y acheter de quoi satisfaire leur addiction, Alma et Ruth avaient de nouveau traversé la frontière en direction de Los Angeles. Une violente dispute avait éclaté entre elles à San Diego. Alma, en proie aux cris et aux crises de larmes, avait porté plainte contre son ami et leur chauffeur Eddie Tolman pour un vol de bijoux d'une valeur de $9,000. Ruth n'était pas en reste. Après avoir déclaré qu'Alma l'avait frappée, arraché ses vêtements et tenté de la jeter hors de la voiture, elle avait avoué à la police que l'actrice avait cousu dans l'ourlet d'une de ses robes de soirée 40 cubes de morphine et 100 grammes de cocaïne. Alma fut aussitôt arrêtée, le 5 janvier 1931. Sa voiture saisie comme pièce à conviction, elle fut conduite dans un commissariat et soumise à un interrogatoire par des agents fédéraux affiliés à la lutte contre la drogue. Après qu'elle eut balancé les identités de ses fournisseurs, un juge l'autorisa à quitter sa cellule dans l'attente de son jugement,
suite au versement d'une caution de 5 000 $ aussitôt avancée par sa mère. Dans l'incapacité de payer, Ruth Palmer demeura seule en prison. Sa dernière interview avait des accents déchirants de confession et d'autocritique. Pénitente, obstinée à vouloir expier ses fautes, elle fustigeait sans retenue ces médecins corrompus qui avaient corrompu tant d'âmes perdues comme la sienne, jurait que si le Seigneur lui prêtait encore vie, elle ne cesserait de les combattre, même s'il s'agissait de sa dernière croisade. Un vœu pieux, dont sa santé déclinante ne lui laissa pas l'espoir. Au 112 North Manhattan Place, le domicile de son médecin Charles Pfluger, chez qui elle était venue soigner un méchant rhume, elle s'alita pour ne plus se relever. Le médecin ayant jugé qu'elle était trop fragile pour être conduite à l'hôpital, elle y agonisa 3 jours durant, entourée de sa mère et de sa sœur Hazel. 3 autres docteurs et 2 infirmières les avaient assistées, en vain. En proie à des poussées délirantes, elle s'était finalement éteinte calmement, le 22 janvier, d'une pneumonie lobaire aggravée d'une bronchite, à seulement 33 ans. Charles Pfluger accepta de répondre aux questions du Los Angeles Times. Sa mort fut paisible. Elle avait été irrationnelle, mais peu avant de s'éteindre, elle était calme. Sa respiration se fit de plus en plus faible, jusqu'à ce que ses forces l'eussent complètement abandonnée. « 2000 curieux se massèrent devant la chapelle de Forest Lawn à Glendale pour rendre un dernier hommage à la défunte, mais aussi dans l'espoir de regarder les stars venues se recueillir. Certaines femmes se livrèrent à des scènes d'hystérie en prétendant que la morte, poupée toute blanche dont seule la bouche carmin tranchée avec son linceul blanc, respirait encore. Dans l'église, près du cercueil immaculé surchargé de fleurs, une poignée seulement de proches s'étaient réunis, dont les actrices Marion Davis et Claire Windsor et Ricardo Cortez et son frère. Une fois seule, sa mère Teresa glissa l'urne contenant les cendres de son époux dans le cercueil. Dans les pages du Silver Screen d'avril 1931, Sally Force rappelait une anecdote touchante survenue 2 ans plus tôt sur le tournage de Showboat. Alma avait invité les auteurs et ses amies actrices à prendre le thé. En guise d'attraction cet après-midi-là,
elle avait fait appel au service d'une diseuse de bonne aventure. Les uns derrière les autres, les invités défilèrent devant sa boule de cristal, à l'écoute de ce que le sort leur réservait. Un nouveau contrat pour Billy Dove, un nouveau mari pour Phyllis Alver. Quand ce fut au tour d'Alma de se présenter devant elle, la voyante ne sut quoi lui répondre. La boule de cristal n'était qu'une boule d'encre noire d'une infinie noirceur. En dépit de sa gloire, en dépit de sa beauté, la vie ne lui réservait qu'un sort, la mort. Teresa décéda dans l'asile d'aliénés de Stockton à San Joaquin en 1940. Hazel s'éteignit en 1968. Alma repose à leur côté dans un vaste mausolée dont l'architecture rappelle une tombe égyptienne du cimetière arménien d'Ararat de Fresno, en Californie. Évoquer Alma Rubens me rappelle une histoire empruntée à la mythologie amazonienne, des origines de la mort. Voulant rendre les hommes immortels, le Créateur leur dit « Allez au bord du fleuve. Vous verrez passer 3 pirogues, l'une après l'autre. Gardez-vous d'arrêter les 2 premières. Mais la 3e, arrêtez-la et embrassez l'esprit qui s'y trouvera. » Voyant passer la première pirogue, remplie de viande pourrie, les hommes se reculèrent. Mais à la 2e, qu'occupait la mort ayant revêtu forme humaine, ils se précipitèrent et l'embrassèrent. Quand passa la 3e pirogue, dans laquelle se trouvait le Créateur, celui-ci se rendit compte que les hommes avaient choisi d'embrasser la mort. Fire burns along the shoreline, beacon lights so far away.
merci à tous pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle histoire. À très bientôt.